Bonsoir à tous, je suis Noémie de Saint-Cernin. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la parentalité. Le sujet de ma conférence, ça va être comment garder votre calme avec vos enfants. En premier, je vais vous présenter. Dans une seconde partie, je vais vous délivrer quelques clés, je vais vous donner quelques conseils. Et enfin, je consacrerai un temps pour répondre à toutes vos questions. Alors, si vous ne me connaissez pas, mon nom est Noémie de Saint-Cernin. Je suis coach, je suis auteure, je suis conférencière et formatrice. Et j'ai sorti très récemment mon dernier livre que je vous montre ici. Les clés de la colère, manuel de survie pour parents au bord de la crise de nerfs, ou pas d'ailleurs. Mais le sujet du calme, de garder son calme avec les enfants, je suis sûre que c'est quelque chose qui vous parle parce que ça nous arrive à toutes de perdre son sang-froid, de ne pas arriver à être aussi bienveillante qu'on aimerait l'être. Et on s'en veut en tant que parent, on se dit que on fait pas bien les choses, que peut-être on va marquer nos enfants profondément et pour le reste de leur vie. Et donc c'est le sujet qu'on va voir aujourd'hui. Comment est-il possible de garder son calme? Pourquoi on ne garde pas son calme justement? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi les enfants, les partenaires, ah bah oui parce que je vous ai pas précisé ça, mais cette conférence ça marche aussi si vous n'arrivez pas à garder votre calme avec votre collègue au bureau, avec votre partenaire à la maison, avec vos parents, avec vos amis, voilà. La colère, les énervements, c'est quelque chose qui arrive régulièrement et pas qu'avec les enfants. Mais on va voir déjà tout de suite pourquoi on se met en colère et surtout pourquoi on se met en colère avec les gens qu'on aime le plus. Parce que c'est dans nos relations interpersonnelles que surtout on va être comme ça très irritable et très irrité. Alors pourquoi? Est-ce que vous avez des idées déjà? Dites-les moi là dans les commentaires si vous avez une idée de pourquoi c'est plus difficile de garder son calme avec les gens qu'on aime, et particulièrement nos enfants ou nos partenaires, plutôt qu'avec des inconnus. Alors il faut savoir que c'est dans justement nos relations aux autres. Parfois on va être touché. Alors on peut être touché aussi par des inconnus, mais avec des inconnus ça va glisser un peu plus facilement. Mais quand il s'agit des gens qu'on aime, ça va venir réveiller chez nous des blessures. Alors je les évoquerai un petit peu plus tard dans cette conférence, mais ça vient toucher quelque chose en nous qui va provoquer une réaction parce que ça va appuyer sur quelque chose en fait qui nous fait mal. Et quand il s'agit de nos partenaires, de nos parents, des enfants qu'on aime plus que tout au monde, ça nous fait encore plus mal. Je suis sûre que si quelqu'un vous dit une vacherie dans la rue et que vous ne le connaissez pas, oui, ça peut vous toucher sur le moment, mais le lendemain ou dans 3 jours, vous aurez oublié. Alors que la petite phrase, le petit pic que vous a dit maman, papa, votre partenaire ou quelqu'un d'autre, ça reste plus longtemps. Parce que justement, plus on est touché plus facilement par les gens qu'on aime. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos enfants. Pourquoi et comment garder son calme? Alors, il faut déjà en préambule, ce que je voudrais dire, c'est que personne n'est colérique par nature. C'est pas inscrit dans votre ADN. Si vous vous trouvez très énervé, et le contexte actuel fait que c'est exacerbé depuis ces périodes de confinement, et vous l'avez peut-être remarqué au moment où on avait effectivement les enfants à la maison, où ils étaient 24 heures sur 24 avec nous, où c'était plus difficile justement de garder son calme. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui on vit dans une vie à 1000 à l'heure, il faut tout faire, et que c'est en plus, alors que vous travaillez ou pas, parce que pour moi une maman qui est au foyer travaille autant qu'une maman qui a un boulot, puisque elle est souvent moins aidée à la maison, elle s'occupe de beaucoup plus de choses, parfois elle a des tâches associatives, et donc du coup, voilà, c'est vrai que ça peut expliquer un certain nombre de nos énervements, et souvent c'est ce qu'on se dit. Alors on se dit plusieurs choses. On se dit, que peut-être qu'on n'a pas assez dormi, que si notre patron était plus sympa, que si nos enfants nous écoutaient plus, que si notre partenaire était plus attentionné, que si on avait moins de choses à faire, que si on avait quelqu'un pour gérer la to-do list, que si la charge mentale était moins lourde, eh bien peut-être qu'on serait moins énervé et plus détendu. Et en fait, moi je ne suis pas tellement d'accord avec ça, et je vais essayer de vous en faire la démonstration. En fait, ce n'est jamais les autres qui vous font perdre votre sang-froid, ce n'est jamais à cause des autres qu'on se fâche, qu'on s'énerve ou qu'on se met en colère.
En réalité, il se passe un processus beaucoup plus subtil et qu'on ne mesure pas. C'est que quand notre enfant va faire quelque chose, je ne sais pas, vous voulez qu'il mette ses chaussures et il refuse de mettre ses chaussures, vous êtes pressé, vous allez rater votre bus, arriver en retard à la réunion, et en réalité, ce qui vous énerve dans le fait que votre enfant ne mette pas ses chaussures, ce n'est pas ce qu'il fait, mais ce que ça implique et ce que ça réveille comme blessure en vous. Et cette blessure, elle dit quoi? Elle dit par exemple que vous ne vous sentez pas écouté, ou que vous ne vous sentez pas respecté, ou que vous ne vous sentez pas aimé. Un même événement peut créer plusieurs réactions, plusieurs sentiments. Et en fait, quand votre enfant ne met pas ses chaussures, vous le voyez comme quelqu'un qui vous empêche d'atteindre aussi un résultat. Voilà, vous êtes pressé, vous voulez partir à l'heure, et votre enfant, c'est celui qui empêche finalement que cette chose-là se réalise. Et donc, vous lui en voulez d'une certaine manière de vous priver d'organiser votre emploi du temps, ou d'avoir une gestion comme vous aimeriez qu'elle se passe. Et du coup, vous lui en voulez, et vous ne le voyez plus. Mais ça, c'est parce que c'est un mécanisme du cerveau. Vous ne le voyez plus comme votre enfant tout mignon, que vous aimez à la folie, pour qui vous donneriez votre vie. Mais vous le voyez comme un ennemi, hein, d'une certaine manière, comme quelqu'un qui vous empêche de faire les choses, comme quelqu'un qui n'écoute pas, ne respecte pas, ne fait pas ce que vous lui dites. Et ça va vous mettre en colère. Et en fait, ce qui vous met en colère, c'est l'interprétation que vous avez de la situation. Et donc je vais vous donner un petit exercice à faire là qui va être très rapide. Essayez de vous rappeler la dernière fois où vous avez perdu votre sang-froid avec votre enfant ou votre partenaire. Qu'est-ce que vous lui reprochiez à ce moment-là? Et quelle était, à votre avis, l'intention de votre enfant au moment où ça s'est produit? Parce que souvent, dans notre cerveau, on se dit, il me cherche, c'est toujours la même chose, en fait il s'en fiche de moi, j'ai beau faire tout ce que je veux, j'y arrive pas, il m'aime pas, il me respecte pas, il m'écoute pas, ou alors on se dit aussi, je sais pas faire, les autres y arrivent mieux que moi, je suis nulle, j'y arriverai jamais, voilà, je suis même pas capable de faire mettre ses chaussures à un enfant de 3 ans. Et en fait ce sont toutes ces pensées qui viennent alimenter chez vous cette colère, qui viennent nourrir cette colère. C'est un petit peu comme si vous avez une cheminée, ou bon, ça vous est arrivé d'être face à une cheminée, c'est comme si vous jetiez des bûches encore, ou des petits brindilles, ou du papier journal dans le feu. Ça vient encore plus exacerber en fait cet énervement qui est là à l'intérieur, parce que je veux arriver à l'heure au bureau, je veux pas manquer mon bus, je veux être à temps pour ma réunion, je veux prendre mon petit déjeuner tranquille, ça peut être ça aussi, hein. Je veux m'en débarrasser. Il y a toujours derrière une attente en fait. Vous attendez quelque chose, et dans le fait que l'enfant refuse de mettre ses chaussures, ou ne mange pas comme il faut, ou se relève 4 fois, ou veut pas faire ses devoirs, ou discute pour aller se mettre au lit, et bien derrière ça vous empêche de réaliser quelque chose. Et c'est ça qui va vous mettre en colère. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'être humain, on a des besoins. Et souvent, on ne sait pas qu'on a des besoins. Il y a certains besoins qu'on assouvit de manière assez naturelle, sans se rendre compte qu'on a ce besoin. Et d'ailleurs, on fait les choses de manière mécanique et automatique. Par exemple, vous êtes d'accord, vous avez besoin de manger, vous avez besoin de boire, vous avez besoin de respirer. Et si vous n'assouvissez pas un seul de ces besoins, vous allez mettre votre vie en danger et même en péril. Voilà, on ne peut pas s'arrêter de respirer plus de quelques minutes avant de mourir. Pour manger et boire, c'est pareil. Eh bien, il faut savoir qu'on a des besoins tout aussi fondamentaux que ces besoins vitaux. C'est des besoins psychologiques. Et ces besoins psychologiques, quels sont-ils? Bien, il y en a plein, hein. Vous allez les chercher maintenant, mais il peut y avoir le besoin de respect, le besoin d'amour, le besoin de reconnaissance, de valorisation, d'écoute. Ça, c'est chez les parents quelque chose que je vois très très régulièrement. Le besoin d'écoute, ils ne m'écoutent pas. J'en ai marre de répéter 50 fois la même chose. Et tout ça, ça vous épuise. Mais ce qui vous épuise, en fait, ce n'est pas ce que fait l'autre ou ce qu'il ne fait pas, ce n'est pas la façon dont il agit ou dont il n'agit pas, ce n'est pas ce qu'il vous donne ou qu'il ne vous donne pas qui vous énerve, mais c'est simplement parce que ça vient réveiller une blessure comme on l'a vu, c'est-à-dire que je ne me sens pas écoutée, je ne me sens pas respectée parce que ça me renvoie dans mon passé à un moment où peut-être quand j'étais petit, mes parents ne m'écoutaient pas.
quand il n'y avait pas de place pour moi. Voilà, il y a des enfants qui vivent. Alors ça ne veut pas dire que vos parents étaient maltraitants ou malveillants. Ça veut juste dire qu'ils étaient imparfaits comme vous, comme moi, comme tout le monde, et que parfois nos actes et ce qu'on fait, on n'en mesure pas la portée chez un petit enfant. Par exemple, je donne souvent celui-ci, votre enfant vous a fait un joli dessin et vous êtes au téléphone avec le plombier parce que la chaudière est en panne et il vous amène son dessin et c'est la première fois qu'il ne dépasse pas des bords. Pour lui, c'est ultra important. Pour vous, c'est plus important de régler le problème de chauffage. Et c'est bien compréhensible, ne serait-ce que pour son bien-être à lui. Et quand il vient vous montrer son truc, vous ne portez pas assez d'attention à ce qu'il fait, à ce qu'il dit, à ce qu'il vous montre. Et donc, votre enfant peut avoir une blessure. Et si ça se reproduit dans sa vie à un autre moment, parce que vous êtes en train de tourner la sauce qui va brûler et qu'à ce moment-là, il veut vous dire quelque chose d'important, parce qu'il se confie à vous, qu'il vous dit le soir que son meilleur copain ou sa copine lui a dit « t'es plus mon copain » et que vous, du haut de vos 30, 40 ou plus, vous vous dites « non mais c'est pas bien méchant, tu verras, demain ça sera fini ». Mais pour lui, c'est important, il a besoin d'être écouté dans sa souffrance et quand on fait ça, en fait, on nie un petit peu le ressenti. On s'en rend pas compte. Il n'y a pas d'école pour les parents, on n'a pas appris. Donc là, je fais ma maline, mais parce que c'est mon métier, donc je sais ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, comment il faut le faire ou comment il ne faut pas le faire. Ce qui ne veut pas dire que j'y arrive toujours, mais ce qui veut dire que j'ai une compréhension et une vision plus large. Et quand on n'a pas cette vision, eh bien on fait tous de notre mieux avec les moyens dont on dispose. Donc, les parents, ça va créer des blessures à leurs enfants, qu'on le veuille ou non. Mais il ne faut pas en avoir peur et se dire qu'ils vont être traumatisés parce que vous-même, vous avez été blessé et ça ne vous a pas empêché de vous réaliser. Il faut juste comprendre que simplement, ces blessures-là se réactivent à l'âge adulte. Et tout ce qu'on a ressenti, qui nous a blessés quand on était petit, va venir se réveiller dans nos relations interpersonnelles. C'est pour ça qu'avec un partenaire ou qu'avec des enfants, et même avec nos parents, nos frères, nos sœurs, c'est là où ça va être encore plus difficile à vivre, encore plus douloureux, et où ça va être, on va avoir du mal, même si on arrive à garder son calme, on va avoir du mal à juguler cette émotion de toute façon. On va la garder, on va la stocker. Et puis elle va ressortir, hein, et parfois sur nos enfants d'ailleurs. Hein. C'est aussi une des manifestations de l'énervement ou de la colère. Donc on vient de voir qu'on avait des blessures, qu'on avait des besoins, et moi je vous invite la prochaine fois que quelque chose vous énerve chez votre enfant à vous poser deux questions. La première, quelle est la véritable intention de mon enfant, de mon partenaire? Parce que parfois on leur attribue des intentions qu'ils n'ont pas. Quand on dit que mon enfant, en fait, il n'en a rien à faire de moi, c'est pour ça qu'il ne m'écoute pas, bah, évidemment que si on se pose et qu'on prend un peu de distance par rapport à la situation, on va se dire, bah non, c'est juste un enfant, quoi. Enfin, il fait ça, mais c'est pas pour m'embêter. Il s'en rend même pas compte de l'impact qu'il a sur mon état émotionnel. Et puis, certains parents peuvent se dire, non, non, mais moi, Noémie, il me regarde vraiment en me défiant. Bah là, j'ai envie de répondre que c'est un peu pot de terre contre pot de fer. C'est-à-dire que si vraiment votre enfant sent votre stress, il faut savoir qu'on a dans notre cerveau ce qu'on appelle des neurones miroirs. Et l'enfant va se mettre en miroir. C'est-à-dire que si vous êtes dans un rapport de force, il va s'installer lui aussi dans un rapport de force. Donc en réalité, il ne vous défie pas, il ne vous cherche pas et tout ça. Pas du tout. Simplement, il vous renvoie l'image, votre reflet dans le miroir, et c'est intolérable de se voir dans le miroir souvent, même si on n'en est pas conscient. Donc ça, quelle est l'attention de mon enfant? Et deuxièmement, quel est le besoin que je n'ai pas comblé? Quel est ce besoin que j'ai? Parce qu'en fait, si on s'énerve et qu'on en veut autant aux autres, c'est parce qu'on attend d'eux qu'ils nous donnent ce que l'on ne se donne pas soi-même. Alors je m'explique. Si vous avez un besoin d'écoute qui est très fort ou un besoin d'amour très fort, si c'est ça le besoin que vous allez détecter, la personne peut vous aider à trouver ce besoin parce que la même situation va créer des besoins différents. Eh bien, ce besoin-là, ça veut dire aussi que vous-même, vous ne vous le donnez pas, vous ne vous écoutez pas, vous ne vous aimez pas, vous ne vous valorisez pas, vous ne vous reconnaissez pas. Voilà, quel que soit le besoin que vous avez, ça signifie, ça vous donne, c'est un indicateur très important, fondamental, parce que si vous arrivez à régler ce besoin en compensant vous-même les manques que vous avez à l'intérieur de vous, bah vous verrez que vous n'attendrez plus des autres qu'ils le comblent et de vos enfants qu'ils le comblent aussi. Ce qui fait que ça va vous permettre de prendre de la distance. Alors, comme je vous le disais en préambule,
On n'est pas câblé pour être colérique, pour être énervé tout le temps. Si en ce moment vous réagissez assez souvent au quart de tour, si vous vous en voulez, d'être impatient avec vos enfants, il faut savoir que la première étape, ça va être de prendre un peu de distance, de détecter les signes avant-coureurs à vos énervements, il y en a toujours. Voilà, avant que votre enfant commence à vous résister, plutôt que de rentrer dans le conflit avec lui, c'est d'aller vous isoler, de prendre un peu de distance, de vous rendre compte que vous êtes en train de partir et de vous laisser emporter par la colère. Et avant qu'elle n'arrive, c'est de vous poser les deux questions que je vous ai données tout à l'heure. Quelle est l'intention de mon enfant? Et qu'est-ce que je peux faire? Quel est le besoin que j'ai là en ce moment qui fait que je peux m'énerver contre lui? Parce qu'il y a mille et une façons, alors je verrai vos questions, je suis sûre que vous allez poser des questions beaucoup plus pratico-pratiques, mais il y a eu mille et une façons de régler ce genre de situation sans s'énerver. Sauf que une fois que vous êtes rentré dans la colère, ça va être plus difficile à juguler. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours travailler en amont de cette colère. Donc moi, ce que je vous invite également à faire, un conseil fondamental, c'est de revenir sur des colères que vous venez d'avoir, des assez récentes pour que ce soit encore bien frais dans votre esprit, et de vous poser calmement pour essayer justement de vous reposer ces questions et de voir comment vous auriez pu réagir et comment vous auriez pu régler la situation sans vous énerver si vous n'aviez pas cédé à cette pulsion. Je fais une petite pause pour revoir mes notes, hein, désolée, on est en live. Et enfin, voilà, avant de prendre vos questions, parce que je suis sûre que c'est ce qui va surtout être très très parlant aussi pour vous, je vais vous donner un secret vraiment fondamental si vous avez profondément le désir, et j'en suis sûre, parce qu'en tant que parent, c'est ce qu'on veut en fait. On veut donner le meilleur à ses enfants. Les deux questions qu'on me pose le plus, les deux préoccupations des parents, c'est un, comment garder son calme ou arrêter de crier ou de s'énerver contre ses enfants, comment je pourrais être plus bienveillante en fait. Et la deuxième question qu'on me pose tout le temps, c'est la préoccupation en tout cas des parents, c'est comment rendre mon enfant heureux. Alors déjà, il faut savoir que votre enfant, il sera heureux si vous êtes heureux. Mais ce n'est pas le but de cette conférence. Donc si on revient au calme et aux énervements, le secret fondamental pour être bienveillant avec votre enfant, ça va être d'être bienveillant avec vous-même. Charité bien ordonnée, dit ce vieil adage, ça commence par soi-même. Et donc si vous-même, vous passez votre temps à vous juger durement, si vous n'êtes jamais content de vous, si vous pensez que vous n'y arrivez pas, que vous n'êtes pas une bonne maman, si quand vous vous énervez justement, vous stockez ça à l'intérieur de vous et que vous nourrissez de la culpabilité et donc de la colère contre vous-même, eh bien ça ne va pas vous aider. Parce que cette colère, elle va se transformer en colère qui va se retourner contre les autres. Et donc vous rentrez dans un espèce de cercle vicieux qui ne va pas s'arrêter, parce que plus vous allez être mécontent de vous-même, plus vous allez être en colère contre vous-même, plus vous allez être fâché contre vous, plus vous allez vous dire des horreurs, et Dieu sait qu'on s'en dit, on s'en rend pas toujours compte, mais écoutez un petit peu ce que vous vous dites, déjà le matin en vous regardant dans le miroir, comment vous vous traitez quand vous n'avez pas été parfaite, et être bienveillant avec soi-même, c'est renoncer au schéma du parent parfait. Voilà, la perfection, ça n'existe pas, vous n'êtes pas parfait, je ne suis pas parfaite, personne n'est parfait, ça n'existe pas, aucun parent ne peut, et s'il y en a là, je les félicite, hein, j'en ai jamais rencontré, mais peut-être que ce soir quelqu'un va se manifester, mais je n'ai jamais rencontré de parent qui m'ait dit, non mais moi je me suis jamais emportée contre mes enfants, j'ai jamais dit un mot plus haut que l'autre, voilà, ça nous est tous arrivé, si c'est pas avec les enfants, c'est avec le partenaire, c'est avec un frère, une sœur, voilà, de temps en temps, on est des êtres humains, quand on se sent attaqué, quand on est fatigué, quand on est épuisé, quand on n'en peut plus, parfois c'est une réaction, voilà, on a des réactions comme ça qui ne sont pas les meilleures. Maintenant, le plus important, ce n'est pas ce qu'on fait, mais c'est la façon dont on va gérer ça. Voilà, comment je vais gérer ça? Comment je fais pour réparer? Et donc là, ça va être trop long de vous expliquer. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, il y a tout dans le livre, donc on vous mettra en barre d'infos comment le retrouver dans toutes les librairies. Et je vais passer maintenant à vos questions. Je vois qu'il y en a beaucoup là, hein. Je vous remercie, vous êtes très très actifs sur le chat. Alors je vois pas toutes vos questions, elles sont trop petites pour moi, mais on en a récupéré plusieurs, on m'en fait passer encore à côté. Vous voyez, j'ai des petits papiers, je vais pouvoir vous répondre en direct. Allez, j'ai la question de Charlotte qui me demande: mon fils a 3 ans et il se couche par terre en hurlant quand je lui refuse quoi que ce soit, que faire? Alors déjà,
autoriser un enfant à se mettre en colère. Souvent, quand on est parent, on vit mal la colère de nos enfants. Pourquoi? Parce que c'est une émotion qui, peut-être dans la famille de Charlotte, était mal acceptée. C'est vrai que c'est pas politiquement ou socialement correct que de montrer sa colère. On n'est pas à l'aise avec la colère parce qu'on l'associe à de l'agressivité. Or, être en colère, ce n'est pas agressif. Pas plus qu'être triste, c'est être déprimé. Pas plus qu'avoir peur, c'est être angoissé. Voilà, ou être phobique. Donc il y a des nuances à trouver. En fait, la colère, c'est une émotion saine. Le fait de se rouler par terre est une manière pour l'enfant d'évacuer sa colère. C'est une énergie qui a besoin de sortir. Et s'il ne le fait pas là, il va le faire à un autre moment ou il va le faire autrement. Maintenant, ce qui n'est pas bien dans la colère, c'est qu'elle peut se transformer effectivement en agressivité, qu'on peut s'en prendre aux autres. Mais se rouler par terre, ce n'est pas s'en prendre aux autres. À la limite, l'enfant peut se mettre un petit peu en danger si jamais, je ne sais pas, il se jette par terre et qu'il se cogne la tête. En tout cas, en tant que parent, ce qu'on peut faire, c'est de comprendre l'enfant. S'il se roule par terre, c'est qu'il est frustré. Donc, il vit une frustration, il a le droit. Si vous passez devant un magasin de chaussures et que vous dites à votre mari « Oh là là, mais t'as vu là, les chaussures, elles sont trop belles, je vais les acheter. » Et qu'il vous dit « N'y pense même pas, t'en auras pas. » Et puis t'as déjà eu une paire de chaussures la semaine dernière, tu vas pas en avoir une deuxième quand même. Vous allez peut-être pas vous rouler par terre parce que votre cerveau à vous est mature, ce qui n'est pas le cas de votre enfant. Vous avez le cerveau rationnel, le cortex préfrontal qui est complètement arrivé à maturité dès l'âge de 25 ans. Ça va lui prendre 25 ans quand même à ce cerveau-là. Et à votre enfant, ça ne lui permet pas de se dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai eu un bonbon déjà tout à l'heure, pourquoi j'en voudrais un autre ?» Non, il n'est pas capable de faire ça. Donc, il a une frustration, il est envahi par le stress et donc il se roule par terre parce qu'il n'accepte pas. Mais il faut savoir qu'à chaque fois que votre enfant se roule par terre, en fait, il ne se roule pas par terre parce que vous ne lui donnez pas un bonbon, vous achetez pas le joujou, il ne fait pas un deuxième tour de manège. Il se roule par terre parce qu'il comprend qu'il n'aura pas ça. Et donc, il est frustré de ça. Mais il apprend, en fait, à vivre avec des frustrations. Donc, on ne peut que l'accompagner, voilà. Accepter qu'il soit en colère, l'écouter, se mettre à sa portée, lui parler doucement et lui dire « Je comprends que tu voulais 3 bonbons. Mais en tant que maman, je dois veiller à ton bien-être et 3 bonbons, je trouve que c'est trop de sucre. Donc je ne peux pas en tant que maman te donner quelque chose qui pour moi est un poison. » Voilà une des explications. Je n'ai pas le contexte de pourquoi ils se roulent par terre, mais en tout cas voilà. À partir du moment où on comprend l'enfant, où on lui dit qu'on le comprend, où on l'autorise à se mettre en colère, vous allez diminuer drastiquement, et vous allez me bénir et me remercier, 80% de la colère va diminuer drastiquement. Ça ne va pas régler tous les soucis, mais ça va déjà diminuer drastiquement. Je passe à la question suivante, celle d'Élise. J'ai beaucoup de mal à ne pas me mettre en colère quand mes enfants me répondent et sont insolents. Comment bien réagir? Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, le fait que voilà, je suis face à un enfant qui ne répond pas positivement à mes attentes à moi. Et moi, j'attends quoi? Là, Élise, moi, je peux te donner ton besoin. Tu as un besoin de respect, je pense, parce que quand tu dis insolent, l'insolence, ça vient toucher un petit peu le respect. Donc, tu trouves que tes enfants ne te respectent pas. En fait, ce qui te fait mal, c'est ça. Donc déjà, première chose à dire, et c'est vraiment le mal du siècle. Je pense que vraiment, les gens qui ont été confinés avec leurs enfants, là en mars-avril, qui sont beaucoup énervés, se sont rendus compte à quel point les enfants aujourd'hui, d'ailleurs sur l'adolescence, on pose beaucoup de questions, on a fabriqué des enfants rois. Mais ils ne se sont pas fabriqués eux-mêmes. Nous avons une part de responsabilité dans ce qui se passe. Et cette responsabilité vient d'où? C'est que nous, notre génération, a été élevée plus strictement. Voilà. Moi, je me souviens qu'on ne mangeait pas à table avec nos parents quand on était petits, on mangeait à part, voilà, les adultes. Et il y avait une distance. Et notre génération a voulu être bienveillante déjà. Elle a voulu casser les codes, comme chaque génération d'ailleurs. Elle a voulu intégrer l'enfant dans la vie plus facilement. On lui demande ses choix pour partir en vacances, on leur demande même ce qu'ils doivent manger. Ce qu'il y a, c'est qu'en faisant ça, on ne se rend pas compte qu'un enfant, ça a besoin de limites et ça a besoin d'un cadre. Donc un enfant qui se montre insolent, alors je n'ai pas trop de détails, mais à l'adolescence, c'est un peu normal qu'il commence à s'opposer. Maintenant, tant qu'il y a du respect mutuel, tout va bien pour moi. Je trouve plutôt sain qu'un enfant n'accepte pas à la lettre tout ce qu'on veut ou toutes nos règles. C'est bien aussi qu'il ne soit pas d'accord. Vous-même, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ce que pense le gouvernement, avec la manière dont est géré le Covid, peut-être en ce moment, voilà, vous avez peut-être des désaccords. Et donc, ce n'est pas parce que vous les exprimez
vos désaccords que vous allez à l'encontre des lois. C'est pas pour ça que vous ne mettez pas un masque quand vous sortez, etc. Donc, être opposé à une autorité, moi je trouve que c'est plutôt sain. Vous serez quand même content, enfin Elise sera quand même contente, je ne sais pas, quand les enfants seront grands et qu'un employeur lui fera faire sans arrêt des heures supplémentaires, de dire bon non. Je ne suis pas d'accord, quoi. Ou alors on me les paye, ou là c'est non. Voilà, c'est important de voir le côté positif en fait de l'opposition de nos enfants. Maintenant, si cette insolence, elle est vraiment avec des mots blessants ou des choses qui ne sont pas tolérables, pour moi il y a un problème d'éducation, voilà, de limites, de base. Et ça, je sais que c'est pas agréable à entendre, Élise, peut-être, mais je suis pas là pour être agréable, je suis là pour en dire, pour donner vraiment les clés de compréhension, parce qu'il n'est jamais trop tard. Ne pensez pas qu'il est trop tard pour réparer la relation à votre enfant. Il n'est jamais trop tard pour recadrer les choses. Au contraire, les enfants attendent, parce que ça vient toucher un besoin très fort chez eux, qui est un besoin de sécurité. Si je suis plus fort que mes parents, alors je suis en insécurité totale. Et d'ailleurs, on sait que les enfants qui se droguent, qui font de grosses bêtises, sont souvent des enfants qui sont privés justement de cadres et de limites et de règles. Voilà Elise, j'espère que ça va vous aider quand même. Question de Mona. J'ai beaucoup de mal à gérer la préparation le matin, habillement, dents, poussettes pour aller à la maternelle. Je suis pressée et je n'ai pas le temps d'être à l'écoute et je suis obligée de les forcer. Alors, pour moi, ça s'anticipe. Alors, visiblement, il y a plusieurs enfants dans cette famille, donc forcément, ça complique. On va pas se mentir. Si vous avez un enfant, moi, je suis restée 12 ans avec un seul enfant, je sais bien que c'est plus facile. Puis d'un coup, quand on en a 3, c'est pas la même musique. Donc tout ça, ça se planifie. Et surtout, en tant que parent, on ne pense pas à impliquer davantage les enfants dans les choses. Et ils sont très demandeurs pourtant. Moi, mon petit truc à moi, qui n'a rien à voir avec garder son calme, mais c'est de faire un planning et de l'afficher, voilà, de faire une routine et de l'afficher. Alors soit on la fabrique soi-même, soit on l'en trouve dans le commerce, voilà, ça s'achète tout prêt. Sinon, on fait ça sur une feuille A4, on imprime des photos sur Internet, et donc on met la routine des enfants pour le matin. Le matin, d'abord, je me lève, ensuite je prends mon petit déjeuner, je me brosse les dents, je m'habille, je mets mes chaussures, mon manteau, voilà. Il faut que tout soit écrit. Et comme ça, au lieu de donner des ordres aux enfants qui détestent, et pourquoi ils détestent? Parce qu'on passe son temps à leur donner des ordres, on parle à l'impératif. Mets tes chaussures, viens manger, viens ici. Imaginez-vous que votre boss vous parle comme ça. Vous avez des invités à table, l'invité fait tomber sa serviette et vous dites ramasse ta serviette. Non, on ne dirait jamais ça. T'as vu, t'as fait tomber sa serviette. On ne parlerait pas comme ça à nos enfants. Donc ça va vous aider, Mona, à dire à vos enfants, et maintenant on fait quoi? Et maintenant, on fait quoi? Tiens, on vient de mettre les chaussures, maintenant on fait quoi? Tiens, on a pris le petit déjeuner, maintenant on fait quoi? Voilà, ça va aider grandement. Donc on anticipe et puis on prépare le maximum de choses la veille et on implique les enfants. Souvent, les mamans, on fait tout seul. On prépare la pile de linge pour le lendemain, on prépare ceci, le petit déjeuner. Mais on peut impliquer les enfants. Tu vas mettre la table du petit déjeuner, on a peur souvent qu'ils cassent ou qu'ils fassent pas bien. Et ben moi, je pense je préfère qu'ils fassent pas bien ou qu'ils cassent une assiette. Il n'y a qu'à les acheter pas trop cher et que de faire tout moi-même, et puis ça va alléger la surcharge mentale, et en tant que maman, on en a bien besoin. Voilà Mona pour mes conseils. Lilou. Ma fille est dans l'âge du Terrible 2 et refuse tout ce qu'on propose, jeux, nourriture, comment ne pas s'énerver à la fin de la journée. Et bien pourquoi c'est important qu'elle fasse tout ce qu'on lui propose? Voilà ce que j'ai envie de répondre. Encore une fois, je suis face, alors c'est bien parce que ça illustre tout ce que je vous ai dit, je suis face à une attente. J'attends que mon enfant se comporte exactement comme moi, j'ai décidé dans mon fantasme de maman. Eh ben non, de papa, je sais que vous êtes plus de maman, alors voilà. Mais les papas, c'est pareil. Mais je suis dans un fantasme de l'enfant, peut-être pas parfait, mais qui répond au doigt et à l'œil à ce que je veux moi. Je veux que le monde s'accorde à ma vision. Donc, quand je propose jeu, nourriture, machin, l'enfant dit non. D'abord, la nourriture, il dit non, il dit non. Mais il mange pas, c'est tout. Alors là, ça peut paraître cruel, on me dit parfois, mais je ne peux pas l'envoyer au lit sans manger. Alors déjà, il ne va pas se laisser mourir de faim, votre enfant, mais à un moment, il faut imposer des règles. Parce que si vous j'ai perdu le fil.
ça va revenir. Oui, si on ne met pas de règles et de limites à un enfant, le problème c'est qu'après c'est la surenchère et l'escalade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il veut pas de haricots verts, on lui dit c'est pas grave, ou alors non, c'est pas comme ça que ça se passe, hein, je vais vous la faire exactement comme ça se passe. Ah tu veux pas, mais c'est super bon pour la santé, puis je comprends pas, la dernière fois t'en as mangé. Non mais t'auras rien d'autre, hein. Donc soit tu les manges, soit t'auras rien d'autre. Et puis en fait, l'enfant tient, vous essayez de tenir, et à la fin vous lui donnez 3 yaourts, ou alors vous lui faites des pâtes, ou je sais pas quoi. Résultat, l'enfant il enregistre quoi comme information? Ok, donc c'est juste une question de temps, je suis patient, je cède pas, et elle va céder. Au fur et à mesure, même si vous renforcez ça, l'enfant se dit ce n'est qu'une histoire de temps, je vais y arriver, elle va céder. Parce que son cerveau, c'est ce qu'il a enregistré. Alors bien sûr, tout ça n'est pas conscient, hein. Ne vous dites pas que votre enfant le sait, il ne le sait pas. C'est juste un fonctionnement du cerveau. Le vôtre fait la même chose, voilà. Il fait des choses de manière automatique et le cerveau de votre enfant, il faut savoir qu'à l'âge qu'ils ont, c'est-à-dire très petit, et plus ils sont petits, et plus c'est vrai, les synapses se développent à la vitesse de l'éclair. Donc leur cerveau est en ébullition. Il analyse, il teste, etc. Et tout ça, c'est comme si c'était des petits savants là, qui essayaient de comprendre le monde qui les entoure. Et donc c'est une manière de comprendre le monde qui m'entoure. Comment je réagis avec maman quand elle dit non et qu'est-ce qui se passe. Ce qu'il y a, c'est qu'après, ça donne, comme je le disais, de la puissance à l'enfant. Ça lui donne de la toute-puissance à la fin. Résultat, il va ne plus céder sur rien. Et puis, on se retrouve avec des enfants qui, à l'adolescence, se comportent de manière insolente ou refusent de faire même leurs devoirs ou commencent à sortir, fument dans la maison et même des choses pas catholiques. Bref. Donc voilà, si vous voulez pas en arriver là, à un moment, voilà, faut être clair et cadré. Donc la nourriture, les jeux, elle n'est pas obligée de jouer. Pourquoi voilà, il faut accepter aussi que notre enfant s'ennuie, ne veulent pas participer, n'est pas d'accord avec nos choix. Eh bien, c'est pas grave, il veut pas jouer, tu joues pas. Allez lire un livre. Justement, vous voulez du temps. Allez lire un livre, allez vous détendre, profitez-en. Voilà Lilou, je ne sais pas si ça vous aide, mais c'est ma réponse. Je vais prendre une dernière question, ou 2 dernières peut-être, parce que, ouais, on peut prendre 2 dernières questions, allez. Je prends 2 dernières questions. Je sais que vous êtes nombreux, mais on aura l'occasion peut-être de refaire ce genre d'exercice. En tout cas, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, sur mon site, vous pouvez surtout aller voir ma chaîne YouTube. Voilà, il y a plus de 300 vidéos qui répondent à beaucoup de questions de parents. Donc ça pourra vous aider pour pas que vous soyez frustrés ce soir. Et donc les 2 dernières questions. Donc l'avant-dernière, c'est celle d'Hélène. Mes enfants ont 5, 7 et 10 ans. Ils me sollicitent toute la journée pour un rien. Je n'ai plus de patience. Je suis tout le temps dérangée. Comment faire ? Eh oui, mais en fait, nés dérangés, les enfants ne vont que là où on les laisse aller, en fait. Mais pas que les enfants, hein. J'ai aussi des adultes qui me disent mon patron, il fait que me solliciter, il me demande tout le temps des trucs. Et on en veut aux enfants, mais en fait, c'est parce qu'on ne sait pas dire non. C'est pas de leur faute, en fait. Eux, ils ont le droit de demander. Tout le monde a le droit de nous demander des choses. Mais si on ne sait pas dire non, alors... Je vous entends, d'ici Hélène, me dire oui, mais si, je leur montre et tout, oui, mais pas de la bonne manière, malheureusement. Une fois qu'on est excédé, une fois qu'on n'en peut plus. Donc en fait, ce n'est pas normal d'être 100% au service de ses enfants. Et ce n'est pas non plus leur rendre service. Souvent, on a eu comme schéma familial peut-être une maman très dévouée à ses enfants et souvent on reproduit ce schéma-là. Et on croit que parce qu'on est maman, on doit être complètement dédié à ses enfants parce qu'encore une fois, pèse sur nous la peur de les blesser, la peur de mal faire, la peur de les traumatiser même ou de les rendre malheureux. Et on ne veut pas, je vous l'ai dit, la deuxième préoccupation des parents, c'est comment rendre mon enfant heureux. Or, d'abord, on n'est pas responsable de leur bonheur, on s'élève dans la frustration, il faut l'accepter. Et on n'est pas là pour être au service de nos enfants. On n'est pas les esclaves de nos enfants. Donc oui, évidemment, nous avons des devoirs vis-à-vis d'eux. Nous avons le devoir de leur donner à manger, de veiller à leur bien-être, à leur santé, etc. Mais à un moment, il est aussi de notre devoir de prendre soin de nous pour bien prendre soin d'eux. Et pour illustrer ça, vous avez sans doute pris l'avion. Alors pas en ce moment, je le sais. Mais ça vous est peut-être arrivé. Si ça vous est pas arrivé, ça va quand même vous parler. Quand vous êtes dans un avion, l'hôtesse, quand elle fait les recommandations d'usage, elle explique ce qui se passera en cas de dépressurisation de l'appareil. Les masques à oxygène vont tomber. Et là, on vous explique que vous devez vous mettre le masque à vous,
avant de le mettre à votre enfant. Et c'est vrai que la plupart des mamans, on aurait tendance à dire non, non, je vais mettre le masque à mon enfant parce que je veux le sauver lui d'abord. Mais comment vous voulez sauver un enfant si vous-même vous êtes en insuffisance respiratoire ou en incapacité de le faire? Il vaut mieux qu'il n'ait pas son masque et que ce soit lui qui soit là en attente, que vous mettiez votre masque pour mieux vous occuper de lui et pour avoir tout votre esprit, enfin toute l'aisance qu'il faut pour gérer la situation, vous voyez? Et bien là, c'est pareil, il faut d'abord prendre soin de soi. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué aussi, quand vous vous êtes donné à vous, je ne sais pas si vous êtes allé faire un massage ou que vous avez pris un peu de temps pour aller déjeuner avec une copine ou pour faire quelque chose qui vous faisait plaisir et que vous retrouvez vos enfants, vous allez leur donner avec bonheur. Pourquoi? Parce que vous avez eu ce temps à vous. Et quand vous ne l'avez pas eu, c'est plus dur. Quand vous arrivez du boulot, vous avez été tendu et que vous avez enchaîné les trucs, vous arrivez à la maison, vous êtes dans la gestion des tâches et là c'est plus difficile, évidemment, parce que ce petit sas, vous ne l'avez pas eu, donc il est difficile de donner ce qu'on n'a pas. Voilà Hélène. Et enfin, dernière question, la question de Farah. Depuis que mon fils est rentré à la maternelle, ses nuits sont perturbées et il nous appelle toutes les heures. Avec la fatigue, nous n'arrivons plus à garder notre calme et la nuit se termine avec des hurlements. Bah oui, je comprends parce que c'est un besoin vital, le sommeil, voilà. C'est pas un des exemples que j'ai donné tout à l'heure, mais si vous dormez plus, forcément, ça va être beaucoup plus difficile d'être détendu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Souvent, on voit la réaction de son enfant, mais on ne se pose pas la question. Un enfant ne fait pas les choses comme ça par hasard. C'est pas il dort et puis du jour au lendemain, il dort plus. Donc à la maternelle, il s'est passé quelque chose. Soit l'enseignant est trop autoritaire ou dur, ou il y a des camarades qui se moquent de lui, ou il se sent rejeté. Voilà, il se passe quelque chose à l'école. Et il va falloir jouer les détectives pour essayer de trouver quelle est la cause du comportement, qu'est-ce qui justifie ce comportement, aller parler avec la maîtresse, l'enseignante aussi, est-ce qu'elle a remarqué quelque chose, est-ce qu'il s'isole, parler avec votre enfant, il va peut-être pas vous le dire tout de suite, mais il va falloir jouer les détectives, il va falloir investiguer, il va falloir comprendre qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'il est rentré à l'école. Est-ce qu'il y a aussi un petit frère ou une petite sœur qui est resté à la maison? Parce que parfois, il est jaloux, en fait, l'enfant. Hein. Alors, il est jaloux, je mets ça entre guillemets, parce que pour moi, il n'y a pas d'enfant jaloux, mais simplement, il n'est pas à l'aise avec ça. Parce que pourquoi moi, on me met dans une maternelle, là, toute la journée, comme si on se débarrassait de moi, puis l'autre reste à la maison. Et donc, dans ces cas-là, l'enfant régresse et il fait comme le bébé qui se réveille la nuit pour avoir l'attention qu'il n'a pas. Sachez, et ça sera la conclusion de ce live, que quand un enfant n'a pas d'attention positive, il va chercher de l'attention à tout prix, y compris en faisant des choses qui ne vont pas vous plaire, c'est-à-dire de l'attention négative, pourvu que j'ai l'attention de mes parents, parce que ce sont des éponges à attention. Voilà, vous le savez, hein, vous avez des enfants, plus ils sont petits, plus ils ont besoin d'absorber, ils veulent de vous encore, de vous tout le temps. Et donc c'est à nous en fait de mettre les limites et de ne pas culpabiliser de le faire. Voilà, écoutez, on arrive au bout de ce live qui j'ai un petit peu débordé. Merci pour tous vos cœurs là que je vois arriver, vos pouces, vos likes, vos commentaires. En tout cas, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. C'était un plaisir. Je remercie Aurélia et son équipe de m'avoir reçue ici aux éditions Erol en cette période de confinement. Je vous fais des gros bisous, je me permets. Et puis je vous dis à bientôt. Je vous rappelle mon livre, Les clés de la colère, que vous pouvez retrouver donc aux éditions Erol chez n'importe quel libraire. Au revoir.